Bonjour, c'est déjà le numéro 143 de la revue de la semaine, alors on se dépêche parce que j'ai beaucoup de choses à dire, donc générique. Bon, je commence par vous parler du baccalauréat. J'en ai déjà parlé dans la revue de la semaine, dans le passé, et si vous vous référez, vous verrez que je ne me suis pas trop trompé sur la pente générale des événements. Et si je ne me suis pas trop trompé, c'est parce que je pense avoir les bons outils d'analyse pour comprendre ce qu'essayent de faire les libéraux avec le baccalauréat, mais le baccalauréat, c'est seulement une illustration d'un processus plus général. Je vous explique, compte tenu de la réforme que M. Blanquer est en train de prévoir. Qu'est-ce qu'il a prévu? Qu'il y aurait dorénavant, en quelque sorte, une épreuve, le baccalauréat, ce serait une épreuve locale dans un lycée. Hein. Bon, tout le monde trouve ça un peu curieux, vous aurez toujours les gens pour dire « Ah bah tant mieux, comme ça c'est plus proche de chez nous », et blablabli, blablabla. Et puis « Ah, le contrôle continu, ah c'est formidable, parce que c'est normal, toute l'année on fait un effort, c'est pas juste d'être jugé, c'est juste sur une épreuve à la fin de l'année ». Bon, on connaît ces arguments, c'est pas que des bêtises, hein, faut bien dire ce qui est. Bon, on peut comprendre que les gens préfèrent passer les examens à côté de chez eux que à Pétaouchnok. On peut aussi comprendre que quelqu'un ait envie d'être jugé sur la continuité de son effort plutôt que un jour loin et par des gens qu'il ne connaît pas. Mais on peut à l'inverse comprendre l'intérêt qu'il y a à ce que le diplôme, c'est un moment où on vérifie vos connaissances. Et puis ceux qui vont vous juger ne vous connaissent pas, donc ils n'ont pas d'a priori. Et comme on ne voit pas votre nom sur la copie, eh ben, vous n'êtes jugé ni sur votre nom, ni sur votre apparence, ni sur votre genre. Vous êtes jugé sur ce que vous savez. Ça a des défauts, ce système, mais quand même, ça a aussi un très gros avantage. C'est que ça peut être très objectif et surtout, ça défend une idée. Vous valez ce que vous êtes capable de faire, ce que vos mérites, ce que votre travail vous a permis de faire. Ça aussi, on peut considérer que c'est pas follement juste, parce que c'est pas pareil de préparer son baccalauréat dans sa chambre avec son propre ordinateur, que de le faire avec ses deux frères et sœurs dans une chambre et un ordinateur pour les trois, pour prendre que cet exemple, mais vous comprenez tout ce que je veux dire sur l'arrière-plan social, culturel, qui entoure chacune des personnes qui constituent la société. Et nier ces aspects-là, c'est tout simplement nier la société elle-même et la réalité elle-même. Vous voyez bien que il y a des efforts à faire qui sont considérables pour permettre à ceux qui sont dans les moins bonnes conditions de préparation d'accéder à de meilleures conditions de préparation. Voilà, mais on ne fait pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'adapte pas le niveau des diplômes, on n'adapte pas la manière d'organiser la vérification des savoirs à ceux qui sont dans la situation la plus difficile pour affronter l'épreuve. Parce que sinon, évidemment, on fait les choses au rabais, et c'est pas le but. Pourquoi c'est pas le but, en particulier pour le baccalauréat? Parce qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Le baccalauréat, c'est un diplôme. C'est le premier diplôme, le premier grade universitaire. Comme vous avez le baccalauréat, ça vous donne un certain nombre de droits, parce que vous êtes supposé maîtriser des connaissances qui vous permettent d'accéder à l'exercice de ces droits. D'accord? Lesquels? Si vous avez le baccalauréat, vous pouvez passer les concours de la fonction publique, par exemple, à certains niveaux. Si vous avez le baccalauréat, vous entrez, sans autre forme de procès, à l'université. Jusqu'à présent, c'était à l'université de votre choix. Maintenant, c'est fini, tout ça. Il y a le système Parcoursup et tout ça. Bon, c'est la loterie que tout le monde connaît et à laquelle, moi, je mettrai un terme sitôt arrivé au pouvoir, si je suis élu président la prochaine fois. Parce que c'est insupportable de voir que, vous êtes jeune, déjà, c'est pas simple quand on est jeune de savoir ce qu'on veut faire après. Hein. On dit, quand même, non, c'est pas simple. À 15 ans, c'est pas simple, à 16 ans non plus, et à 18 ans non plus. C'est pas simple, parce qu'on a plein de rêves, on se sent capable de faire des tas de choses, et on hésite. Et c'est pas malsain d'hésiter, c'est le contraire qui est bizarre, d'être absolument déterminé. Alors des fois ça tombe bien, d'être absolument déterminé à faire un truc, donc vous travaillez comme jamais pour arriver au niveau. Et ça c'est bien, puis il y a d'autres fois, vous apercevez en cours de route que c'est pas ça que vous vouliez faire. Donc faut se dire décontracte avec ça.
et qu'il y ait des gens qui changent d'avis au bout d'une année universitaire, la première, bah bon, d'accord, c'est regrettable, mais il ne faut pas non plus en faire un drame et dire oui, c'est un problème gigantesquissime, comment ça se fait, ces jeunes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, blablabla, et tout ça que j'ai entendu déjà 100 fois. Alors, donc, le baccalauréat, c'est un diplôme, c'est le premier grade universitaire, et ça vous donne un certain nombre de droits. Mais ça ne marche que si ce diplôme valide un niveau. Ok ? Si chacun d'entre vous a un baccalauréat du lycée de tel ou tel endroit, qu'est-ce qui va se passer? Bah, quand vous arrivez avec votre diplôme, on dira ah oui, bon, bah, très bien, ça vous donne le droit de passer le concours, pour avoir le droit de passer le concours. Vous arriverez à l'université, on dira bon, bah oui, mais enfin, nous, on ne sait pas ce que ça vaut, votre affaire. Donc, bah, vous passerez un concours pour entrer à l'université, pour qu'on vérifie si vous êtes vraiment au bon niveau, et ainsi de suite. Autrement dit, les droits qui étaient attachés à ce diplôme, bah, ils cessent d'exister et ils sont remplacés par autre chose qui vont être des normes de recrutement suivant ceux qui recrutent. Il y en a un qui vous dira, bon, bah, vous avez passé le concours, entre plusieurs, puis une autre dira, bah, moi, voilà, quelles sont mes conditions. Et puis c'est tout, vous êtes dedans, c'est bien, vous n'y êtes pas, tant pis, hein, allez voir ailleurs. Donc, tout le monde a intérêt, en quelque sorte, à ce que la monnaie qu'est le diplôme soit une monnaie nationale et reconnue par tout le monde. Imaginez-vous si chaque village de France avait sa propre monnaie. Alors on peut trouver ça génial, mais il y aurait quelques problèmes de conversion, et puis il y aurait quelques problèmes de suspicion sur ce qu'elle vaut. On aurait d'ailleurs bien raison d'être suspicieux. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs monnaies des fois qui circulent, hein, mais il faut quand même qu'il y ait à un moment donné une monnaie commune qui soit la référence ultime de tout le monde. Ben là c'est pareil, il faut qu'il y ait un diplôme qui soit la référence. Pour l'instant, je vous ai parlé des droits individuels qui s'attachent à la reconnaissance de la qualification que vous avez acquise en ayant votre bac. Maintenant, je vais vous parler de l'aspect social. Et ensuite, je ferai la synthèse. L'aspect social, quel est-il? Ben, quand vous avez un diplôme, il est inscrit dans les conventions collectives. Les conventions collectives, c'est l'accord qu'il y a entre le patronat et les syndicats sur toute une série de choses, hein, concernant un métier ou un autre. Et dedans, il y a notamment les grilles de salaire. Et les salaires dépendent dans la hiérarchie de vos qualifications, et donc le plus souvent, quand vous avez des diplômes, bah, de votre niveau de diplôme. Je crois que tout le monde comprend qu'un BTS n'est pas recruté au même salaire que quelqu'un qui a un CAP. Pourtant, dans une entreprise, on a besoin de gens qui ont des CAP, des gens qui ont des BTS. On pourrait dire, ah bah, après tout, comme on a besoin de tout le monde est payé pareil. C'est pas l'idée que vous vous en faites. Et c'est normal, parce que chaque diplôme représente un niveau d'investissement personnel, un nombre d'années, donc y compris, il porte une valeur différente. Maintenant, nous sommes bien d'accord pour dire que, au bout d'un certain moment d'une pratique professionnelle, vous avez la qualification correspondant à un diplôme. Si un diplôme, c'est pas juste une couronne à vous mettre sur la tête, mais la reconnaissance d'une qualification. Tout le monde comprend ce que je suis en train de dire, j'espère. Bon, alors, qui c'est qui a inventé ça? C'est moi. Lorsque j'étais ministre, on a établi que si vous préparez un diplôme, si vous avez une qualification, vous avez fait le boulot pendant des années, mais vous n'avez pas le diplôme. Alors vous pouvez aller faire reconnaître votre qualification, et ça s'appelle la VAE, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, c'est-à-dire les validations des acquis de l'expérience. Donc vous arrivez, et puis on vous dit voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On dira bah oui, ça correspond à un CAP, ou ça correspond à un BTS, un brevet de technicien supérieur, de tel ou tel métier. En général, c'est vous qui le savez, c'est ça que vous venez de demander. Hein. Et puis des fois, bon, les gens ils regardent, ils disent oui, bon d'accord, mais enfin, là, dans tel domaine, quand même, il faudrait faire un peu mieux. Donc, est-ce que, bon, on va vous faire une petite épreuve. C'est pas un concours, c'est un examen professionnel. Bon, ça c'est comme moi je l'avais mis au point. Hein. Après, ce que c'est devenu, je ne saurais pas vous dire. Hein. Déjà, moi, j'étais pas content du fait que c'était un bureau caché je ne sais où au rectorat dans lequel il faut aller chercher sa validation acquis de l'expérience. Alors, vous dites ça à des gens qui ont eu des métiers où bon, leur truc c'est pas trop de remplir des dossiers, qu'à la fin c'est une qualification de remplir le dossier. Quoi. Rien que déjà pour savoir faire ça, il y en a pour des heures. Donc évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des boîtes qui sont arrivées et qui sont dites mais vous cassez pas la tête, le dossier on va vous le faire, évidemment il faut payer. Hein. Et donc moi j'étais absolument contre ça, mais je sais que ça s'est généralisé. Moi je voulais que les structures de validation des acquis
professionnels, ça se passe dans les lycées professionnels. Parce que les vrais spécialistes qui connaissent les métiers et les qualifications, ben c'est là qu'ils sont, puisque c'est là qu'on apprend et c'est là qu'on passe les diplômes. Donc, les conventions collectives, c'est-à-dire la négociation de la valeur du travail, ça dépend aussi des diplômes, et donc ça nous ramène à cette histoire de baccalauréat. Alors, de quoi je suis en train de vous parler? Juste de la République. Parce que c'est un système qui repose sur le niveau d'éducation et qui ne reconnaît de mérite que ceux que vous êtes capable de développer par votre activité, votre savoir, votre science, etc. Pas de qui vous êtes le fils ou la fille, pas comment vous vous appelez, pas quelle est votre religion, pas quel est le quartier où vous habitez. Vous êtes une personne, et vous êtes une personne capable de ceci et de cela. Voilà, point final. Ça, c'est la République, qui dit, article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà, vous êtes égaux en droit. C'est clair que pour que vous le soyez, il faut réunir un certain nombre de conditions. Parmi celles-ci, il y a l'unité nationale des diplômes et leur valeur, leur contenu. Et la République, dont on ne cesse de se gargariser, puisqu'il paraît qu'il y a des gens qui veulent me donner des leçons de République que j'attends de pied ferme pour vérifier leur qualification à ce sujet. Bon, mais il y en a marre d'entendre parler de République comme ça, à tout bout de champ. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors en général, ça se termine par l'ordre républicain. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la République, c'est toujours quelque chose de grimaçant. Mais non, la République, c'est un cadre, et puis après, il y a différentes manières d'être républicain. Donc moi, quand on me dit la République, laquelle? Moi, je me bats pour la République sociale. C'est-à-dire celle où il y a des conventions collectives et où quand on travaille bien à l'école et qu'on a un diplôme, on est payé pour le niveau qu'on a atteint. Et pour lequel on s'est sacrifié, pour lequel la famille s'est sacrifiée, pour permettre à l'enfant d'aller étudier le plus possible. Voilà, c'est ça la République sociale. Et dans une République sociale, pour que ça fonctionne, faut qu'il y ait des conventions collectives, c'est-à-dire un accord qui est négocié entre patrons et syndicats, et puis il faut qu'il y ait des qualifications reconnues par tout le monde. Bon. L'accord entre patrons et syndicats, si les patrons ne veulent pas ou si les syndicats ne veulent pas, l'État peut le décider. On pourrait imaginer ça. Mais par contre, le fait qu'un diplôme donne droit à un niveau de rémunération, ça, c'est une chose qu'il faut maintenir comme une règle d'acier. Voilà ce qui est en jeu dans cette histoire de baccalauréat. Si vous acceptez qu'il y ait un baccalauréat par lycée, la seconde d'après, vous aurez un classement des lycées, ça existe déjà d'ailleurs, vous avez des journaux de la droite extrême comme l'Express ou Le Point qui passent leur vie à ça, à tout classer, sauf eux. Vous ne verrez jamais le palmarès des bons et des mauvais hebdomadaires, parce que là, il risquerait d'y avoir des surprises. Bon, alors, ils vous font ces classements, après, quand vous arriverez quelque part, la personne qui vous dira, vous voulez quoi, ou tel poste vous intéresse, alors, il regardera de quel lycée vous venez, il regardera le classement, et il sera marqué, vous venez d'une banlieue réputée très mal, vous n'avez pas la bonne adresse, tout. Alors, vous venez du 16e arrondissement, pourtant, je vous garantis qu'il y a autant de crétins en mètre carré dans le 16e arrondissement que n'importe où ailleurs, parce que l'humanité est faite comme ça. Alors, c'est vrai que souvent, les gens ont des conditions sociales meilleures, ça se passe mieux à l'école. Et puis surtout, ils sont formatés parce qu'ils connaissent les usages. C'est très important de connaître les usages. Et puis, sont habitués à un certain nombre de choses que d'autres n'ont pas, auxquelles d'autres n'ont pas accès comme ça. Bon, enfin, vous devinez quelle est la critique que je fais et le lien que je fais entre les inégalités sociales, les inégalités de qualification. Voilà cette histoire Blanquer, ce que c'est, voilà pourquoi c'est une loi contre-républicaine. C'est pas étonnant, parce que Blanquer est un individu qui est fondamentalement contre-républicain. Alors il fait le genre, quoi, mais il est contre-républicain. Pourquoi? Parce qu'il a une conscience laïque voisine de zéro. C'est quand même un gars qui a validé des écoles confessionnelles, y compris assez discutables pour certaines d'entre elles. C'est le gars qui a fermé les yeux et regardé ailleurs quand toutes sortes de mesures ont été prises qui nuisaient à cette égalité entre les enfants, et d'ailleurs, il est unanimement détesté dans tout l'enseignement. Bon, donc voilà, je voulais vous dire ça pour vous mettre en alerte et pour que vous compreniez bien quel rapport il y a entre le système éducatif, les diplômes, le progrès personnel, la République et la République sociale. Voilà. Et tout ça, c'est en jeu sur cette affaire du bac. Si cette réforme passe, le système éducatif français s'effondre. Vous aurez les écoles pour
ceux qui ont les moyens de se les payer, qui seront bien vus dans les classements, et le reste. Voilà, et le reste, souvent, c'est les plus pauvres, c'est les plus déshérités. Et c'est une catastrophe pour le pays. Pas seulement parce que c'est injuste, écoutez-moi bien, pas seulement parce que c'est injuste, mais parce que ça nuit au pays. Le pays a besoin que le plus grand nombre de ses enfants soient le plus qualifiés, le plus éduqués, parce que, 1, la société devient meilleure, 2, les capacités de cette société augmentent. Plus vous avez de scientifiques au mètre carré, plus vous avez de gens qui savent faire des choses. Je parle des scientifiques, mais je pourrais parler aussi bien de tous les techniciens supérieurs, les titulaires de bac professionnels. Plus vous avez des gens comme ça, plus la société tourne rond, elle est capable de faire des belles choses. Bon, parce que tous ceux qui croient que tout ce qui nous entoure est tombé du ciel se fourrent le doigt dans l'œil et profondément. Il y a besoin de travail humain, il y a besoin d'intelligence humaine. Voilà pourquoi nous sommes très intéressés à cette question des diplômes, et des diplômes nationaux, et des diplômes ayant une valeur partout. Quand j'ai été ministre de l'enseignement professionnel, j'ai créé un truc qui s'appelait la licence professionnelle. Hein. Bon, c'est une licence qui a un haut contenu de qualification professionnelle, donc à la fois du savoir général et du savoir opérationnel. Les 500 premières maquettes, j'ai dû en éplucher la moitié, tout seul dans mon bureau, hein, pour regarder une par une si ces licences professionnelles donnaient bien droit à des diplômes qui avaient une valeur universelle. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je vois arriver un diplôme, il était marqué dessus purificateur, ou un truc comme ça, hein, de l'étang de Thau. Vous savez où est l'étang de Thau? Bon, j'ai même pas lu la suite. J'ai marqué dessus, me donner la liste des étangs de Thau où ce métier se pratique. D'accord? Bon, les types étaient révoltés d'une réponse pareille. Hein. Quoi? Comment nous parle le ministre? Le ministre, il vous dit juste un truc, vous foutez pas de nous. Le jeune qui va passer une année à préparer ce diplôme, quand il sort, eh ben, il faut qu'il puisse aller avec son diplôme, dire moi je sais m'occuper de l'eau, d'une manière générale, dans un étang, dans un lac, et pas seulement dans un en France. Parce que ça a toujours été le grand rêve d'un certain nombre de gens, on leur fait juste un diplôme pour eux, hein, leurs besoins, la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Non, on fait des diplômes qui ont une valeur qui fonctionne partout, qui ont une valeur universelle, et c'est ça qui fait la force du système éducatif français qui l'a fait jusque-là. Voilà, c'est une belle bataille qui va commencer parce qu'on ne va pas laisser faire. Si jamais il le décide, je prends l'engagement devant vous, j'annulerai tout ça si je suis élu à la présidence de la République parce que c'est inacceptable. Accepté. Bon, maintenant je vous parle des élections régionales. Bon, l'essentiel, vous m'avez peut-être entendu, si vous avez suivi en direct mon intervention dimanche soir, donc vous n'êtes pas surpris d'apprendre que nous autres insoumis, ce qu'on en retient d'abord de cette élection, c'est le gouffre de l'abstention qui est vertigineux, c'est les niveaux... à chaque fois on dit c'est le pire niveau de toute la Ve République, bah oui, bah là encore, ça a été le pire niveau de toute la Ve République. C'est pas possible, même, d'attribuer un tel niveau aux seuls dysfonctionnements qui ont été encore énormes des enveloppes, vous savez, que vous recevez avant l'élection. C'est pas une faveur, hein, c'est un droit qui est inscrit dans le code électoral et qui en général joue un rôle d'alerte. Parce que les familles disent, tiens, voilà, les papiers sont arrivés, alors vous avez dedans les différentes professions de foi, ce qu'on appelle profession de foi, c'est une déclaration qui dit ce que chacun a proposé, et puis souvent vous avez une enveloppe, vous avez des bulletins de vote, parce que vous pouvez préparer votre enveloppe chez vous, c'est légal, c'est permis, parce que c'est comme ça. Si ça vous plaît mieux de le faire, parce que le secret du vote, c'est une vertu républicaine essentielle. Ce qui était, d'une certaine manière, un peu abasourdissant, c'était de voir ces soirées de caquetage télévisées, où les mêmes, quoi, que vous avez déjà vus avant, pendant, après, se sont trompés. Surtout, hein, ils ont manipulé tout le monde, et ils sont là, ils font des remarques savantes, et ils continuent à raconter des choses qui sont pas vraies, à en oublier des qui existent, et ainsi de suite. Bon. D'abord on commence par les sondeurs, parce que ceux-là quand même ils se sont trompés une fois de plus, et lourdement, mais avant de se tromper, ce dont ils s'amnistient en 5 minutes, hein, même pas, qu'est-ce que je dis, 30 secondes, vous avez quand même commis une lourde erreur, bah oui, bien sûr, oui, il faut tenir compte de, blablabla, et commence à vous embrouiller, et au bout de 5 minutes, vous ne vous rappelez même plus quelle est la question, sinon que vous vous rappelez qu'il a toujours raison. Bon, voilà, ça c'est le principe de base. Pierre Bourdieu disait que le sondage c'était l'art de faire avoir un avis par les gens sur des questions qui ne se posaient pas. Bon.
Et ben voilà. Alors moi j'en ai dit beaucoup de mal dans le passé, un peu moins les temps récents, parce que je regarde comment ils font, ce qu'ils racontent. Bon. Quand ils se moquent trop du monde, là quand même je le vois. Hein. Alors moi par exemple, ils m'attribuent toujours, bon ils évaluent un niveau d'abstention, et puis alors c'est pour tout le monde, sauf pour moi, où là il y a une abstention encore plus importante. Ils ont tellement peur de se tromper. Hein. Donc à chaque fois, pouf, ils me rabaissent, et des fois ça donne des trucs assez rigolos, comme cette entreprise de sondage qui me met un coup 2 fois de suite, m'a mis il y a 3 mois et maintenant à 7, vous vous rendez compte hein. Personne d'autre ne trouve ça, hein, sur plus de 12 sondeurs. Alors comment il fait pour faire ça? Alors il prend 1000 personnes, disent-ils, hein, et puis il pose des questions à 1000 personnes qui sont un panel représentatif, blablabla, de la population française. Bon, alors ils disent aux gens, est-ce que vous êtes sûr d'aller voter? Alors il y a une échelle de 1 à 10, d'accord? Alors ils ont décidé que seulement si vous étiez à 10, votre voix compte. Sinon, c'est pas sûr, éliminé. Donc sur 1000 personnes, eh ben, il en reste 400. Et c'est donc un sondage sur les opinions de 400 personnes. Alors évidemment, ça déforme complètement la réalité, parce que les gens des beaux quartiers, tout d'un coup, pèsent d'un poids considérable. Ceux qui suivent la politique tous les jours, et notamment la télévision, ils pèsent d'un poids considérable, puis tous les autres. Mais même s'ils ont juste dit, ouais, c'est clair, moi, à 90%, j'irai voter. Bon, comme tout le monde, hein, on dit qu'on va faire des choses, mais on n'est jamais sûr et certain dans la vie qu'on va absolument les faire. Alors celui-là, quick, éliminé. Alors évidemment, avec une méthode pareille, ça donne... ce qui permet ensuite, au côté vautour de la profession, de dire, alors, monsieur Mélenchon, pour voir si par hasard, je ne serais pas en pleine crise de souffrance à cause d'un sondage, et puis il n'y a pas que moi, hein, ça arrive à tous les autres. Puis alors c'est la magie, hein, vous voyez, mais la magie à l'état pur. Parce que, par exemple, on dit le soir même du résultat, à 20h, vous apprenez que monsieur Xavier Bertrand a fait un bon résultat, parce qu'il est élu, enfin, un bon résultat, tout est relatif, hein, par rapport à ceux qui ont été votés. Un bon résultat, et bien à 20h10, vous avez un sondage qui dit il a profité, il a gagné immédiatement 4 points, 5 points, n'importe quoi. Bref, c'est la poudre de Parlimpinpin. Tout ça, vous le savez aussi bien que moi, et vous savez comme moi qu'on s'en fout. Bon, ça compte pas tellement. Par contre, là où on s'en fout pas, c'est quand on vous a bourré le mou pendant toute la campagne de premier tour, en vous disant, alors le spécialiste a quand même été le plus beau coup qui a été fait, c'est la Dépêche du Midi, Midi Libre et tout le groupe là. Hein. Alors ceux-là, ils ont publié à la une toutes les photos classées, et qui était premier? Le Front National, le Rassemblement National. Et puis tous les autres venaient après. Et pareil dans le Grand Est, et pareil en Bourgogne-Franche-Comté, et pareil en PACA, et pareil. Ils ont fait le coup partout. Si bien que des tas de gens, ceux qui vont voter, se disaient, oh là là, oh ben là, il y a danger quand même, donc moi je vais aider le mieux placé. Et voilà comment vous avez des listes dites de gauche qui ont fait le trou dès le premier tour, parce que les braves gens se sont dit, bah quand même, s'il y a un danger, là, faut pas déconner, bon voilà. D'accord? Et ils nous ont manipulés de cette manière-là. Je dis manipuler parce qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On nous dit, mais non, ils n'ont pas ce pouvoir. Bah tiens, alors pourquoi ils le mettent à la une d'un journal s'ils n'ont pas ce pouvoir? Ils le mettent à la une du journal pour avoir le pouvoir de faire ça, pour avoir le pouvoir de peser sur la décision. Mais si je vous reparle des régionales, c'est évidemment parce qu'il s'est quand même passé quelque chose qui m'a intéressé, en plus de cette abstention qui est une... Maintenant, c'est de la révolte froide, mais c'est de la révolte. Hein. Non, ils ne veulent pas le croire, donc tant pis pour eux, ils verront bien ce qu'ils verront à la fin. Hein. Ils oublient qu'ici, c'est la France, hein. C'est pas la Suisse, pas un pays tranquille ici. Hein. Donc quand plus personne ne va voter, c'est pas pour ça que les gens n'ont pas l'intention de se mêler de politique. Ils le feront, je pense, bientôt dans des conditions un peu différentes. Alors, déjà Macron a pris des précautions, il a mis les prochaines élections présidentielles. Bon, on sait déjà qui va faire le travail de distribuer les professions de foi, c'est les mêmes que ceux qui viennent de rater la régionale, donc là on est plutôt tranquille. Et puis les dates des élections, c'est pile poil en pleine vacances. Donc déjà, vous voyez, ça, il va falloir faire des procurations, il y a le bazar. Hein. Donc où je vais faire la procuration? Non, j'ai pas eu le temps de faire la procuration. Où est la liste avec les procurations? Parce que là, pour les régionales, dans Paris, il y a eu 2 bureaux de vote où vous disiez, mais j'ai une procuration. Ah bah oui, mais c'est bête, on n'a pas la liste des procurations. Donc, comment dire, il y aura des conditions assez favorables pour le bazar. Hein. Bien sûr, ça n'est pas voulu, hein, non. Non, parce que comprendre que mettre des élections présidentielles en pleine vacances, c'est un hasard.
Voilà, c'est comme ça. Des fois, ça tombe mal, hein, ça tombe mal. Alors peut-être qu'ils vont changer les dates, personnellement, je l'espère, parce que je pense que bon, les gens pourraient mal le prendre et croire que c'est fait exprès. Hein, bon. Alors ça, c'est une des choses auxquelles on va être confronté pour cette élection. Mais regardons ce deuxième tour. Vous en êtes pas rendu compte, mais dans la presse, à la télé, dans la presse écrite, dans tout le système gouvernemental de l'audiovisuel, si je les cite parce qu'eux, ils ont des outils pour savoir ce qui se passe, pas un mot de ce qui s'est passé dans les Outre-mer. Alors les grands ennemis du séparatisme et tout ça, ils n'ont jamais entendu parler de l'Outre-mer. Pour eux, peut-être que c'est pas vraiment la France. Hein. La Réunion, 1 million d'habitants. Bon, la Guyane, c'est un peu plus de 400 000 personnes qui habitent là. La Martinique, la Guadeloupe, je passe, hein, je ne vais pas faire le tour des territoires et départements d'outre-mer. Mais là, quand même, il y a 2 régions, et pas n'importe lesquelles, je vais vous dire pourquoi. La Réunion, 1 million d'habitants, la Guyane, 400 000 habitants, qui ont changé de président. Vous avez vu, je dis ça avec élégance, hein, ont changé de président. Je n'ai pas dit qu'ils les avaient virés, j'ai dit qu'ils avaient changé. Et dans les 2 cas, ce sont des personnalités très fortes de la gauche traditionnelle qui l'emportent. Mais une gauche traditionnelle qui est déjà sortie des cadres traditionnels. À La Réunion, c'est Madame Huguette Bello qui menait la liste. Il y a beau temps qu'elle a quitté le Parti communiste de La Réunion, le Parti communiste français évidemment, et qu'elle a créé son propre parti qui s'appelle Pour la Réunion. Et c'est un parti dont les revendications, le contenu, la manière de faire connaît les difficultés de tous les partis, mais aussi est menée par un personnage qui est une incarnation d'insoumission. La preuve, c'est qu'elle-même, quand elle fait son commentaire, elle dit « La Réunion, terre d'insoumission et de résistance ». Bon, nous, évidemment, on a le cœur qui a explosé d'orgueil en entendant ça, mais elle a raison, parce qu'elle incarne quelque chose de beaucoup plus vaste que le parti qu'elle a créé, beaucoup plus vaste que l'espace rabougri de la gauche traditionnelle. Cependant, il faut dire que, comme elle est arrivée fort en tête à la fin du premier tour, alors dans une coalition où il y avait son parti et les Insoumis, les Insoumis de La Réunion, bah du coup, les autres ont accepté la main qu'on leur a immédiatement tendue pour le deuxième tour, et c'est à leur honneur, hein, il faut le dire à leur honneur, notamment Madame Erika Barège, que moi j'ai l'honneur de connaître parce que je l'ai rencontrée quand je suis allé à La Réunion la dernière fois et qui m'a fait forte impression. Bon, alors évidemment, ce qui a joué contre elle, c'est qu'elle est socialiste, donc bon, ça aide pas quoi. Bon, mais cette femme, elle a fait aussi ce qu'il fallait. Pour le deuxième tour, elle a accepté de participer à la coalition qu'Huguette Bello a proposée. Bref, puis il y en avait d'autres, et ça a donné la victoire. Alors, je vous demande de bien réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé. Premièrement, La Réunion a été labourée en profondeur par le mouvement des Gilets jaunes. Mais vraiment en profondeur. Et les gens sont rentrés après, mais l'expérience, elle est restée marquée dans les esprits. Et puis, elle a été travaillée en profondeur par les organisations qui les ont appelés à se mobiliser pour la défense des droits sociaux de La Réunion. Pas de La Réunion en général, mais des Réunionnaises, des Réunionnais, des femmes, des hommes, des enfants, qui sont horriblement maltraités. Parce que c'est le taux de chômage le plus fort de toutes les régions de France. Et quand on arrive dans la jeunesse, c'est dévastateur, hein, le taux de chômage. Donc ils ont été accompagnés politiquement. Et au moment du vote, eux, ils sont sortis. Et ils ont voté davantage qu'on a voté dans l'Hexagone. Et les quartiers populaires se sont plus mobilisés qu'ils ne l'ont fait dans l'Hexagone. Alors évidemment, ça, dès que ça se met en route, ça va de notre côté. Et c'est ce qui s'est passé. Mais vous voyez le lien qu'il y a entre une profonde mobilisation sociale, un bon travail d'éducation politique ensuite patient et tenace, une personnalité forte qui représente un caractère capable d'entraîner dans la société. Et c'est le cas de Huguette Bello, d'une manière assez extraordinaire. Si vous voulez, vous verrez dans les liens qu'on va mettre à la fin de cette vidéo, vous verrez le discours qu'elle a prononcé, d'abord hier soir, enfin dimanche soir, pardon, et puis qu'elle a prononcé au moment de la célébration de l'abolition de l'esclavage, puisque je me trouvais là avec elle et où j'ai moi-même fait un discours, mais c'est le sien qui va nous intéresser cette fois-ci davantage. Bon,
Voilà. Autre cas, la Guyane. Ben, la Guyane, c'est encore plus fort. Pourquoi? C'est une région qui a été martyrisée au moment du Covid. Alors ça, c'est pas la faute du président de région, hein, c'est la faute de l'État. Il faut dire que quand on commence avec un président de la République qui commence par dire que la Guyane est une île, déjà c'est mal barré. Hein. L'histoire est mal commencée. Non, la Guyane n'est pas une île, c'est un morceau du continent américain. Eh bien, cette Guyane, donc, elle a été l'objet de décisions incohérentes sur place au moment du Covid. Et puis ensuite, elle a été martyrisée par le fait que c'est une région qui réclame des moyens pour la santé publique, pour l'hôpital public, et qui ne les reçoit pas, ne les a pas reçus. C'est une région qui a été au contact direct d'une des plus fortes zones d'épidémie du Brésil, qui est voisin, sur le fleuve Oyapock. Bon, il y a là un pont qui est là, donc vous avez compris que les gens ils circulent d'un bord à l'autre de cette grande rivière qui est l'Oyapock. Bon, c'est notre plus longue frontière, je vous le rappelle, parce que je le fais à chaque fois, comme ça rentre bien dans les têtes. C'est 800 km de frontière commune avec le Brésil, c'est la plus longue frontière de la France. Bon, et les gens vont appeler au secours. Quel secours? Il n'y en a pas eu. Donc il n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre que la maladie, le fleuve, c'est pas un problème pour elle. Hein. Mais avant même cet épisode, il y a eu 2 épisodes profonds de lutte du peuple de la Guyane. De lutte avec une forme incroyable. Ils étaient arrivés à un cahier de revendications commune de tout le peuple de Guyane. Alors, à ce moment-là, les insoumis et les insoumises du coin avaient produit un film vidéo qu'on a commencé à mettre en circulation. Et puis, comme dedans, il y avait des images qui étaient prises à la télé locale, et ben, quick, on a été interdit. Et donc, ce film sur la révolution citoyenne en Guyane, bah, alors France Télévisions, les personnes que je connais m'ont dit oui, on s'en occupe, on va lever l'interdiction, tu parles, tout le monde s'en fout et personne ne fait rien. Donc je ne peux pas vous proposer de regarder ce film parce que ça aboutirait immédiatement à la suspension de ma chaîne, donc je peux pas quoi. Voilà. C'est bien dommage et j'espère pas avoir les autorisations parce que bon, ils tiennent jamais parole. Mais c'est un grand événement qui s'était terminé par la production d'un cahier de revendications commun à absolument tout le peuple de la Guyane. Quand je dis tout le peuple, ça veut dire que vous aviez aussi bien les syndicats ouvriers, les associations, le patronat de la Guyane et pratiquement tous les élus de la Guyane qui ont signé tous ensemble ce document en disant voilà ce qu'on veut pour le plan pays. Alors moi je vous redis que pour l'élection présidentielle, mon plan pour la Guyane, ce sera celui-là. Celui que la population a mis au point, évidemment, il faut peut-être remettre à jour un certain nombre de choses qui ont été inscrites dans ce plan. Mais c'est ça qu'il faut faire en Guyane. Et qui voulez-vous qui le sache mieux ce qu'il faut faire en Guyane que les gens qui y habitent? Bon, alors, puisqu'ils étaient tous mis d'accord là-dessus, je pense qu'on peut le faire. C'est pas le seul territoire et département d'outre-mer où il y a une volonté collective. En tout cas, là, c'est remarquable parce que la collectivité territoriale de Guyane, c'est comme un petit État, en quelque sorte, hein, fédéré. Bon, c'est comme un gouvernement, c'est très important les responsabilités. Alors nous, on est très contents, pourquoi? Ben, d'abord parce que c'est notre famille au sens large. Hein. Il ne s'agit pas de dire ce sont des insoumis au sens partidaire hein, du terme. C'est pas ça. Quiconque dirait, n'importe quel parti de l'Hexagone qui dirait c'est moi qui ai gagné serait un menteur et un usurpateur. Parce que c'est pas vrai. C'est quelque chose qui procède du terrain lui-même, avec des élus qui ne se sont pas référés à des allégeances dans l'Hexagone. Ce n'est pas vrai. Ils l'ont fait, bien sûr, en lien intellectuel, avec des forces politiques, dans la gauche de l'hémicycle. Vous voyez que toutes les précautions que je prends, hein, parce que ça ne s'arrête pas aux frontières d'un parti, qu'est-ce que vous voulez, ni même d'un mouvement. Bon, et puis des gens courageux, hein, parce que Gabriel Serville est député de la Guyane, c'est quelqu'un qui est respecté ici, hein, dans l'hémicycle. Et puis c'est quelqu'un de courageux dans ses convictions. Quand on a eu la bataille, là, vous savez, sur la loi, là, soi-disant, sur le séparatisme, les valeurs, blablabla, là, quand nous, les insoumis, on est montés au créneau contre le concordat et le statut particulier de la Guyane en matière de religion, qui est à peu près le concordat, Gabriel Serville, il n'a pas eu peur un instant, il est allé défendre la position de la rupture du concordat, en disant, moi, pas pourquoi les citoyens
en Guyane sont tous mis à contribution pour payer par leurs impôts des cultes qui ne sont pas forcément les leurs. Donc il a demandé haut et fort que la Guyane soit traitée comme tout le reste de la France. Donc c'est vraiment quelqu'un de courageux. C'est pas un démagogue, si vous voulez. C'est pas un prudent, un malin qui se cache quand il y a des sujets un peu compliqués. Et ça, je crois que ça a été reconnu. C'est pareil pour Huguette Bello. Huguette Bello, elle a un caractère, elle dit les choses, et elle le dit avec force. Et les gens font le choix de tel leader. Et ça ne doit pas être pour rien. C'est que quand tout va mal, il vaut mieux avoir des leaders qui savent ce qu'ils veulent. Et qui savent de quel côté, qui vous font la preuve que c'est pas des mous, des inconsistants, des là qui sont moitié ceci, trois quarts cela, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Voilà. Donc ces deux régions, dont la majorité est passée dans la famille globale de l'insoumission, de la résistance, du collectif, de l'humanisme, sont des régions qui ont été travaillées en profondeur par des mouvements sociaux et par une expression politique qui y correspondait. Et ça s'est passé. Alors, si ça s'est passé en Guyane et à La Réunion, auparavant il y avait eu les événements en Guadeloupe aussi, eh bien, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est de l'exotisme? Vous croyez que c'est comme c'est loin, c'est parce que c'est un folklore local? Pas du tout. Ce sont des sociétés extrêmement structurées, aussi bien celles de la Guyane que celles de La Réunion. Et dans les deux cas, vous avez des traditions profondes de vie en commun, alors avec les mêmes préjugés qu'on trouve partout, hein, mais de vie en commun, et c'est cette exigence de la vie en commun, des moyens de la vie en commun qui l'a emporté. C'est-à-dire que tout le baratin sur oui, on va faire la Start-up Nation, la Start-up Guyane, la Start-up Réunion, tout le monde a compris que c'était une arnaque, que c'était un piège, que c'était une manière pour quelques-uns de tout s'approprier pendant que tous les autres n'ont rien. Voilà pourquoi je voulais vous en parler, parce qu'on ne vous parle jamais de l'outre-mer, ou très rarement, en tout cas ici, on en parle assez souvent, dans la revue de la semaine, et c'est pas pour rien, parce que moi je considère que les sociétés de l'outre-mer sont une loupe grossissante de ce qui se passe sur le territoire de l'Hexagone. Peut-être que vous ne le savez pas, mais des situations sociales globales comparables à celles de la Réunion ou à celles de la Guyane, il y en a au moins 10 sur le territoire de l'Hexagone. Hein. Les mêmes genres de problèmes, les mêmes genres de dénuement, les mêmes protestations de la jeunesse contre le fait qu'il lui est promis zéro avenir, à part payer la dette et je sais pas quoi, les trucs à Macron là. Bref, vous pouvez être content de savoir tout ça. Bon, évidemment, peut-être qu'un jour les commentateurs de l'Hexagone vont s'intéresser quand même un peu à ce qui s'est passé dans les Outre-mer. En tout cas, je ne les félicite pas pour la force de leur sentiment républicain ou national, puisque ils arrivent à écrire la droite et la gauche reconduit tous les sortants. Ben non, sauf à La Réunion et en Guyane, hein, mais peut-être que pour eux, c'est pas vraiment la droite et la gauche, et c'est pas vraiment la France, hein, peut-être. Peut-être, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils ont décidé de pas en parler. Bon, si ça vous a plu, vous mettez petit pouce bleu, parce que nous, ça nous donne le moral. Antoine Léaumont est revenu derrière la caméra, parce que il est revenu de sa campagne électorale, qu'il a fait assez brillamment, et puis moi aussi, ça me fait plaisir quand je vois les pouces bleus, parce que je me dis que ça plaît aux gens. Si vous découvrez ça pour la première fois, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et ça va le rester, et vous recevez des notifications qui vous permettent de savoir quand j'ai dit quelque chose de nouveau. Les gens, je voulais quand même vous dire une chose avant de vous quitter. Il y a 120 000 personnes qui ont décidé avec une forme de courage que je trouve extraordinaire. 120 000 personnes ont décidé de faire un tweet. Tout le monde n'a pas de tweet, hein. De faire un tweet pour dire « Je ne vous permets pas de me traiter d'ennemi de la République » comme l'ont fait les macronistes, la droite et le reste. Et ils disent « Voilà, moi, voilà quelle est ma vie, voilà ce à quoi je crois, voilà ce que je fais pour le pays. Comment vous osez me dire que je suis un ennemi de la République ?» Ça vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça nous a fait à tous. Tout d'un coup, on s'est senti fort, on s'est senti entouré, alors que franchement, il pleuvait des coups. Dès qu'il y avait un qui ouvrait la bouche dans une télé, c'était pour dire du mal de nous, journalistes, politiques, tous pareils, à nous abreuver de leurs bêtises, de leurs commentaires stupides, qui nous critiquent pour nos idées, notre programme, mais qu'ils arrêtent comme ça d'inventer des étiquettes à nous coller, islamo-gauchistes, complotistes, ennemis de la République, puis quoi encore.